Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour essayer de raisonner sur la question quand est-ce que c'est le bon moment de vendre un investissement. Ici on va prendre l'exemple d'un investissement classique sur du S&P, enfin, sur de l'Amundi MSCI World, donc l'ETF Monde de Amundi. Déjà ce qu'on peut observer en termes de trajectoire sur, j'ai envie de dire, les 15 dernières années, bien évidemment on est à la hausse en moyenne, mais finalement essayer de répondre à la question euh, quand est-ce que c'est le bon moment de vendre, c'est un petit peu le parallèle de quand est-ce que c'est le bon moment d'acheter. Pour répondre à la deuxième question, on sait que le meilleur moment d'acheter, bah, c'était hier. Sauf que hier, c'est pas possible. Donc le meilleur moment, a priori, c'est aujourd'hui. Alors finalement, si on inverse les positions, on devrait se dire que le meilleur moment de vendre, dès lors que la tendance est haussière en moyenne, eh bien c'est jamais. Sauf que cette réponse, tout comme la réponse achetée hier, elle n'a pas beaucoup de sens, parce que si vous vendez jamais, finalement, à quoi bon investir? Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que en moyenne, le meilleur moment de vendre, c'est le plus tard possible. Une fois qu'on a dit ça, on peut effectivement adopter une stratégie qui serait l'équivalent du DCA, mais pour la vente. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé votre phase d'accumulation, c'est-à-dire la phase où vous êtes acheteur vis-à-vis des marchés, eh bien vous rentrez dans une phase de retrait. C'est-à-dire c'est une phase où dès lors que vous avez besoin de faire face à des dépenses, eh bien vous allez retirer petit à petit de l'argent de votre portefeuille boursier. Mais la question, c'est selon quelles règles? Est-ce que vous avez 1000 euros sur votre compte en banque courant et dès que vous êtes en dessous de 500, vous vendez vos actions? C'est une possibilité. Ça, c'est la possibilité qui serait finalement la plus proche de la théorie, j'ai envie de dire financière, qui dit finalement, bah, j'ai aucune idée de vendre, j'ai aucun intérêt à vendre aujourd'hui si j'ai pas besoin de mon argent aujourd'hui, parce qu'en moyenne, cet argent vaudra plus sur les marchés demain. Donc autant le laisser investi le plus longtemps possible. Le problème de cette stratégie, et on le voit très bien sur ce graphe, c'est qu'il y a une différence majeure entre les tendances haussières et les tendances baissières en bourse. Et notamment sur les indices, on voit que, en moyenne, la plupart des jours sont des jours haussiers et que les hausses sont très souvent étalées dans le temps. C'est-à-dire que si on regarde, la courbe, elle monte quasiment tout le temps. Par contre, quand elle baisse, c'est-à-dire quand il y a des cracks boursiers, la caractéristique, c'est que ça arrive peu souvent, en tout cas moins souvent que des hausses, mais par contre, c'est très violent. Bon, évidemment, le meilleur exemple, c'est le Covid-19, c'est-à-dire que littéralement, ça s'est effondré en quelques jours. Mais c'est vrai à peu près à chaque fois que ça descend. Ça descend très vite, mais pas souvent, et ça augmente très souvent, mais pas de beaucoup. Et finalement, c'est quoi la conséquence de cette observation? C'est que si vous attendez le dernier moment pour eh bien, vendre vos actions parce que vous avez besoin d'acheter tel ou tel produit ou tel service, eh bien, si le timing est mauvais, vous allez vous retrouver à vendre au pire moment. Vendre au pire moment, c'est vendre en bas, en creux de la vague, évidemment, c'est vendre ici, c'est vendre ici. Et autant acheter au pire moment, c'est-à-dire au moment où c'est le plus cher possible, eh bien potentiellement c'est même pas dramatique, parce que quand bien même vous auriez acheté ici, bon, bah en fait c'est pas très grave, parce que vous avez acheté ici, la bourse rebondit, et en attendant vous êtes à plus 53% en quelques années. Donc acheter au plus haut, c'est pas forcément pénalisant, par contre, vendre au plus bas, ça a quelque chose finalement de une certaine fatalité dans le sens où vous ne pouvez pas revenir sur votre investissement. Vous bloquez vos pertes, si vous en avez, ou en tout cas des gains moins importants que ça aurait pu être, dès lors que vous vendez au creux de la vague. Donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas vendre au creux de la vague? Alors, il y a une notion évidemment psychologique, hein. Il faut évidemment pas vendre parce qu'on a peur, mais parfois on ne vend pas parce qu'on a peur, on vend tout simplement parce qu'on a besoin d'argent pour vivre à un instant donné, et si on n'a pas assez de réserves, eh bien on est coincé. Et c'est pour ça que finalement, dans finalement le domaine des finances personnelles, et notamment sur la partie gestion de portefeuille, une fois qu'on est sorti de la phase d'accumulation, eh bien, il y a plein de petites stratégies qui viennent un petit peu répondre à cette problématique. Par exemple, une des stratégies les plus connues, c'est de dire, c'est la stratégie des buckets, donc c'est la stratégie des seaux. C'est-à-dire que concrètement, vous avez un énorme bucket avec toutes vos actions, ça c'est vraiment votre portefeuille, le moteur de votre capital. Vous avez ensuite un bucket moyen avec quelques obligations. Les obligations, l'intérêt c'est qu'elles sont beaucoup moins volatiles, donc elles rapportent moins d'argent, mais par contre, en temps de crise, elles perdent aussi beaucoup moins. Et vous avez un bucket de, disons, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, de dépenses en cash. Et donc, à quoi ça sert finalement d'avoir cette répartition? Ça sert typiquement à tanker ces baisses qui sont très violentes à un instant donné. Parce que si là, effectivement, vous êtes en phase de retrait et que vous n'avez pas du tout de cash sur vous, et que boum, bah, vous êtes en mars 2020,
et la bourse a perdu 30-40%, et bien là, finalement, si vous n'avez pas de réserve, vous êtes obligé de vendre à moins 30%. Par contre, si vous avez 1, 2 années de cash de côté, eh bien vous pouvez utiliser ce cash finalement et ne pas vendre vos actions qui sont à perte et attendre que ça rebondisse en quelques années. Alors, dit comme ça paraît très simple et ça paraît très efficace. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que euh, ce qui compte, c'est le montant. C'est-à-dire, est-ce que vous allez mettre 6 mois de côté en cash? Est-ce que vous allez mettre 1 an de côté? Est-ce que vous allez mettre 3 ans de côté? Et il faut bien comprendre que c'est un arbitrage qui a un coût. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous augmentez la taille de votre portefeuille cash pour vous protéger d'un possible risque et d'une baisse des marchés financiers, et bien finalement, vous réduisez de manière substantielle votre revenu à long terme. Parce qu'effectivement, avoir du cash, ça vous permet de répondre à des crises à court terme, mais par contre, avoir du cash, eh bien, ça vous réduit votre rendement à très long terme, notamment avec l'inflation. Et donc, en fait, sur des simulations de très long terme, de 40, de 30 ans, eh bien, en fait, le cash buffer, comme on l'appelle, c'est-à-dire le tampon de cash, eh bien, il se doit d'être quand même assez minimum parce que sinon il va gravement entraver la réussite de la survie du portefeuille à très long terme. Donc c'est vraiment un arbitrage qu'il faut faire, et c'est aussi évidemment quelque chose qu'il faut prendre en compte en fonction de votre horizon. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où vous êtes retraité, vous avez 70 ans, vous vous dites, bon bah voilà, mon portefeuille il est déjà bien conséquent, j'ai pas besoin de prendre de risques, donc j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où il va y avoir une crise et où je vais être en difficulté alors que j'ai épargné toute ma vie, bah là c'est intéressant d'avoir un cash buffer qui est important. Par contre, si vous êtes dans une situation où bah, vous êtes déjà dans une phase de retrait, mais beaucoup plus tôt dans votre vie, vous êtes par exemple sur une phase de retrait, vous avez 40 ans, il vous reste des dizaines et des dizaines d'années à vivre peut-être, et bien là, finalement, il faut résister à cette envie de se sécuriser en ayant beaucoup de cash, parce qu'en fait, ce cash, c'est une fausse protection. C'est une protection au court terme, mais c'est une garantie de perte au long terme. Et quand on investit et quand on est en phase de retrait dans les 40, dans les 50 ans, eh bien il nous reste énormément d'années à vivre, et donc on sait qu'on va finalement être attaqué, être érodé par cette inflation, et aussi par le manque à gagner, c'est-à-dire le coût d'opportunité simplement de tout ce cash qui reste. Et il faut bien comprendre que le cash, bah, effectivement, c'est bien utile quand on est ici et qu'on doit acheter des actions tout en bas. Mais le cash, par contre, quand les actions elles ne font que monter pendant des années, des années, des années, des années, bah, en fait, c'est de l'investissement potentiel qui n'a pas été fait. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver, mais c'est intéressant de comprendre que il n'y a évidemment pas de bonne réponse universelle, mais il y a des bonnes réponses en fonction de la situation de chacun. N'hésitez pas à me dire si vous êtes en phase de retrait, et si c'est le cas, quelle stratégie de retrait vous mettez en place, quelle est la taille notamment de votre tampon de cash, est-ce que vous gardez 1 an de cash, 2 ans de cash, 3 ans de cash, ça m'intéresserait de le savoir. Et je vous dis à ciao pour la prochaine.